Dans le silence d'une aube printanière de l'année 1623, un cri déchirant traversa les murs de marbre du palais de Topkapi. Ce n'était pas le gémissement d'un soldat blessé au combat, ni le plaidoyer désespéré d'un ennemi capturé. C'était le hurlement d'une jeune fille de seulement 15 ans, la princesse Fatma Sultan, fille du souverain le plus puissant de la terre. Ses cris traversaient les couloirs comme des lames glacées. Même les eunuques qui gardaient les portes du palais reculèrent de peur, trop terrifiés pour intervenir dans un moment interdit à tous. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas un simple malheur familial, c'était la révélation du prix caché que chaque fille d'un sultan était forcée de payer. Un prix gravé à la fois dans la chair et dans l'âme. Une vérité que l'histoire a tenté de faire taire pendant 6 siècles. Les cris de Fatma ne provenaient pas de blessures corporelles. Ils étaient les hurlements d'un rituel, une pratique ancienne qui brisait l'esprit bien avant de toucher le corps. Elle condamnait les princesses ottomanes à une vie d'ombre, avant même qu'elles n'atteignent l'âge adulte. Pendant plus de 600 ans, l'Empire ottoman a préservé une préparation matrimoniale si sinistre, si raffinée, que même les ennemis les plus acharnés du trône ne l'auraient-on pas souhaité à leur propre fille. Ce système a été soigneusement effacé des chroniques officielles, caché derrière des murs dorés et des tapisseries ornées. Il n'a ressurgi que récemment, grâce à des documents secrets découverts dans les archives d'Istanbul en 2019. À travers le monde, des millions de femmes, paysannes, dames nobles, même reines, rêvaient du sort d'une princesse ottomane, enveloppée de soie, parée de joyaux, servie par d'innombrables mains. Mais derrière ces murs éclatants ne se trouvait pas le luxe, mais un cauchemar si insupportable que bon nombre de ces jeunes filles priaient pour la mort plutôt que d'affronter leur nuit de noces. Et maintenant, dans ce récit, vous comme moi allons être témoins d'une vérité enfermée pendant 6 siècles. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas un conte de fées, mais une histoire d'horreur déguisée en cérémonie impériale. Avant de continuer, je ne vous demande qu'une seule chose. Si cette histoire a déjà fait trembler votre cœur, marquez votre intérêt d'un geste. Abonnez-vous à la chaîne et dans les commentaires, dites-nous le destin de quelle reine ou princesse vous aimeriez voir révélé ensuite. Choisiriez-vous Marie-Antoinette, Cléopâtre, Anne Boleyn? Votre voix nous guidera vers le prochain secret que l'histoire a tenté d'enterrer. Maintenant, venez avec moi. Découvrons pourquoi tant de princesses ottomanes, nées dans des palais d'or, aspiraient à l'étreinte froide de la tombe plutôt qu'à la destinée de leur nuit de noces. L'Empire ottoman, vaste comme un océan sans rivage, étendit sa domination pendant plus de 6 siècles. De 1289 à 1922, ses armées tonnèrent sur 3 continents, leur puissance résonnant des murs de Vienne au désert brûlant du Yémen. Après la chute de Constantinople en 1453, la ville devint le cœur battant de la puissance ottomane. Rebaptisée Istanbul, elle abritait le palais de Topkapi, le joyau le plus éblouissant du pouvoir impérial. À l'intérieur de ces murs, des chambres dorées et des cours parfumées façonnaient non seulement les destins des royaumes, mais aussi ceux des âmes. Caché derrière des voiles et des couloirs sans fin, le harem impérial formait un monde à part. À l'apogée de sa splendeur, il abritait plus de 800 femmes. C'était un univers enveloppé de soie et de silence où chaque souffle était observé et chaque geste pouvait signifier ascension ou ruine. En 1530, lorsque Soliman le Magnifique accorda le titre de Haseki sultan à son épouse Hurrem, le harem cessa d'être uniquement un lieu de plaisir. Il devint une arène d'intrigues, d'alliances et de guerres silencieuses entre femmes. Les concubines, pour la plupart des esclaves chrétiennes capturées en Europe ou achetées sur les marchés nord-africains, entraient dans le harem avec l'espoir de s'élever. Leurs journées étaient remplies de musique, de broderie, de poésie et de rituels d'obéissance. Elles espéraient attirer le regard du sultan, échanger leur chaîne contre du pouvoir. Ironiquement, ces jeunes femmes, arrachées à leur foyer et vendues comme des marchandises, avaient souvent plus de liberté que les propres filles du sultan.
Entre 1133 et 1656, l'époque que les historiens appellent le sultanat des femmes, l'influence féminine atteignit son apogée. Des femmes comme Kösem Sultan et Turan Attisé Sultan régnaient depuis l'ombre, guidant les conseils, décidant des guerres et façonnant le destin de l'empire d'une main ferme. Pourtant, tandis que les concubines s'élevaient comme des impératrices cachées, les vraies princesses, celles de sang royal, étaient si piégées dans un labyrinthe plus sombre. Elles étaient là des pions dans l'échiquier politique de l'empire, des monnaies humaines utilisées pour sceller des traités, apaiser des rébellions ou sécuriser la loyauté de puissants pachas. C'est dans ce monde que naquit la princesse Fatma Sultan en 1606, fille du sultan Ahmed Ier et de la redoutable Kösem Sultan, la femme qui régnerait un jour sur l'empire depuis l'ombre. L'enfance de Fatma fut dorée de beauté et d'apprentissage. Elle errait dans des jardins parfumés, étudiait l'astronomie, lisait des manuscrits arabes et persans. Les savants louaient son intelligence. Les chroniqueurs admiraient sa beauté. Elle était un prodige, maîtrisant 4 langues, calligraphiant avec l'élégance d'un poète et avide de percer les mystères des étoiles. Elle débattait avec des érudits en histoire, droit et géographie. Sa brillance illuminait le palais, mais rien de tout cela n'importait. Son destin avait été scellé avant son premier souffle. Dès sa naissance, sa vie ne lui appartenait plus. Sa destinée était d'être donnée en mariage comme gage de loyauté, quel que soit son désir. L'homme choisi pour elle était Damat Kara Mustafa Pacha, un commandant endurci, de 20 ans son aîné, qui avait prouvé sa loyauté au trône dans des batailles contre la Perse. Pour lui, cette union était une échelle vers un plus grand pouvoir. Pour elle, c'était le début de la tragédie. 3 mois avant son mariage, Fatma fut soumise au processus redouté, connu sous le nom de Terbiye Moubarek, la soi-disant éducation sacrée. Ce rituel n'existait que pour les princesses. Il était le résultat raffiné de siècles de contrôle psychologique destiné à écraser l'orgueil royal et à les modeler en instruments d'obéissance. Celle qui supervisait la préparation de Fatma était Gulbahar Hatun, une femme de 60 hivers, chef du harem et vétérane de plus d'une douzaine de formations de princesses. Sous son œil vigilant, Fatma fut conduite dans l'Angelina Deiresi, la chambre de la mariée. Cette pièce, ornée de tapis persans et de panneaux d'ébène, n'était pas un sanctuaire, mais une prison. Chaque détail murmurait le devoir et la soumission. Du lever du jour jusqu'à midi, elle était forcée à des rituels interminables de révérence. Elle devait maîtriser 18 formes différentes d'inclinaison, des postures pour saluer, pour servir, pour s'allonger, pour attendre en silence l'arrivée de son époux. Même sa marche ne lui appartenait plus. On lui enseignait le yuruyush suzush, des pas mesurés avec la tête inclinée exactement à 30 degrés, les mains jamais levées au-dessus du cœur. Chaque mouvement dépouillait sa dignité de princesse, la remodelant en une ombre docile. Mais le tourment le plus cruel était celui de sa parole. Son vocabulaire fut réduit à seulement 43 mots approuvés. Des expressions de gratitude, d'acceptation, de demande humble ou d'excuse. Toute déviation, toute étincelle de pensée indépendante était punie par le jeûne, l'isolement ou l'humiliation publique devant le harem. Son obéissance était testée par un tribunal de femmes et d'eunuques présidé par nul autre que sa propre mère, Kösem. Même elle jugeait sa fille non comme un enfant, mais comme une monnaie sur le marché du pouvoir de l'Empire. Et pourtant, la partie la plus troublante de sa préparation l'attendait sous le palais, dans des chambres souterraines. Des répliques de chambres nuptiales y avaient été construites. Là, Fatma affrontait le Talim ve Gerdek, les répétitions de la première nuit. Elle était forcée d'interagir avec des mannequins de cire, des figures anatomiques fabriquées par des artisans vénitiens. Des instructrices, sévères et froides, lui ordonnaient d'exécuter des gestes et des actes qu'aucune fille de son âge ne devrait connaître. Chaque réaction, ses larmes, sa résistance, sa peur, étaient consignées dans des registres secrets.
Plus elle résistait, plus son conditionnement devenait dur. Lentement, la fille qui rêvait autrefois des étoiles fut brisée en silence. Sa brillance s'estompa, son corps fut entraîné à obéir, son esprit plié à la soumission. La princesse Fatma n'était plus une fille d'empereur, elle était une apprentie de son destin. Une semaine avant le mariage, le régime devint encore plus sévère. Fatma Sultan fut transférée au Ceylan Köşkü, le pavillon de la mariée, une chambre isolée où aucun son de l'extérieur ne pouvait pénétrer. Ici, chaque aspect de son existence était contrôlé. Ce qu'elle mangeait était prescrit. Grenades, miel, amandes, lait de chèvre, épices du Yémen. Même sa façon de se baigner était réglementée. Chaque jour, des servantes effectuaient des bains de purification avec des huiles parfumées aux valérianes, au pavot et à la fleur d'oranger. Ces élixirs, préparés par des alchimistes formés à Cordoue et à Samarcande, contenaient des substances secrètes. Certaines calmaient le corps, d'autres émoussaient la volonté, et quelques-unes induisaient une étrange sensation de détachement de soi. Les murs du pavillon étaient drapés de tapisseries brodées, de scènes d'épouses idéales, obéissantes, fertiles, soumises, promises à des récompenses éternelles pour leur loyauté. Et si cela ne suffisait pas, des miroirs vénitiens étaient placés stratégiquement afin que Fatma soit forcée de s'observer constamment. Cette pratique, appelée Muraqaba, était autrefois un exercice soufi de réflexion mystique sur soi. Mais ici, elle devenait une arme psychologique. On la forçait à se polisser elle-même, à surveiller même ses pensées les plus intimes. Dans cette prison de soi et de miroir, Fatma commença à réaliser toute la vérité. Elle ne s'appartenait plus. Son corps, sa voix, son esprit même avaient été modelés en un instrument d'obéissance. La préparation avait atteint son but, non seulement la briser, mais effacer la fille qui rêvait autrefois des étoiles. Le jour fixé arriva, le 15 mars 1623. Dès l'aube, Istanbul palpitait comme un cœur débordant. Les rues se remplirent de processions, de musique et d'encens. À l'intérieur du palais de Topkapı, des banquets étaient dressés sur des plats d'or. Des danseuses de Perse et d'Andalousie se produisaient. Des musiciens chantaient la gloire de l'Empire. Les janissaires exhibaient leur force devant les yeux du sultan. Pour le peuple, c'était une vision du paradis. Pour la princesse Fatma, c'était le prélude à une sentence. Les chroniqueurs écrivirent que pendant que les invités riaient et festoyaient, Fatma restait assise en silence, les lèvres sèches, le regard vide. Les médecins du palais notèrent ce que nous appellerions aujourd'hui des crises de panique. Tremblements, sueur froide malgré l'air frais de mars, perte totale d'appétit, respiration superficielle si grave qu'il craignait pour sa vie. Le spectacle public resplendissait de splendeur, mais en elle, la terreur grandissait comme une ombre qui s'étend. Lorsque la dernière coupe fut levée et que les civils partirent, la procession la plus redoutée commença. Fatma fut escortée jusqu'au pavillon nuptial, un édifice spécial dans les jardins privés, conçu d'après des plans remontant à Mehmed le Conquérant. Octogonal, il s'élevait sur 3 niveaux. Chaque niveau avait un but: purification, soumission et consommation. L'architecture n'était pas un hasard. Chaque corridor, chaque chambre était destinée à renforcer sa vulnérabilité, à transformer la cérémonie en un acte total de reddition. Le premier niveau, Taka, était consacré à la purification. Ici, Fatma subit des heures de bains rituels, des cuves de marbre remplies d'eau de rose, d'essence de bois de santal, d'ambre gris de Somalie. Des alchimistes appliquaient des onguents mélangés à de l'opium dilué, de l'extrait de mandragore et des composés secrets qui induisaient calme, complaisance, voire extase. Les médecins décrivirent son état comme une transe missionnaire, le corps cédant tandis que l'âme hurlait en silence. Le deuxième niveau, Teslim Katu, était l'étage de la reddition. Fatma fut vêtue de sa tenue nuptiale,
soie blanche brodée d'or, perles du golfe Persique cousues dans le tissu. À première vue, c'était une robe de majesté, mais c'était aussi une cage. Des cordons et des fermoirs cachés facilitaient la contention. La couronne pesait lourdement, forçant la posture. Les bracelets de cheville et les bijoux restreignaient les mouvements. Les chaussures à semelles épaisses ralentissaient les pas. La robe était une prison cousue dans le luxe. Pendant que Fatma était transformée en symbole vivant d'obéissance, son futur époux Kara Mustafa Pacha se préparait d'une manière très différente. Entouré de conseillers et de guerriers expérimentés, on lui enseignait comment imposer psychologiquement sa domination sur une princesse de sang impériale, méthode d'intimidation, phrase conçue pour humilier, technique de domination physique. Chaque détail était planifié pour qu'il n'y ait aucune place pour le doute, aucune marge pour la résistance. Enfin, Fatma fut conduite au 3e niveau, Sift Katou, la chambre de consommation. Ses murs étaient recouverts de tapisseries représentant des triomphes militaires, des villes conquises, des armées vaincues, des princesses captives. Cette imagerie était délibérée. Elle traçait une ligne directe entre la victoire sur le champ de bataille et la victoire dans le lit conjugal. Le mobilier lui-même était conçu pour le contrôle. Des lits avec des cordes cachées, des coussins imprégnés d'huile calmante, un éclairage conçu pour adoucir la résistance. C'est ici, dans cette chambre imprégnée de symboles de domination, que Fatma affronta sa nuit la plus redoutée. Lorsque les portes du Tsift Kateu se refermèrent derrière la procession, Fatma resta seule avec son époux. Les registres médicaux de l'époque décrivent ce qui suivit comme un effondrement total de l'esprit. La fille qui avait enduré des mois de discipline et d'humiliation ne pouvait plus répondre de manière cohérente. Son corps tremblait de façon incontrôlable. Sa voix se réduisait à un murmure faible. Ses yeux erraient, comme si elle regardait un monde lointain. Les médecins impériaux appelèrent cet état « chokma », le choc complet. Kara Mustafa Pacha, aguerri à la guerre et à la conquête, crut d'abord qu'il s'agissait d'arrogance, d'une défiance qu'il fallait briser. Il appliqua les techniques qu'on lui avait enseignées, mots d'intimidation, gestes de domination, contacts physiques calculés. Mais ce qu'il trouva n'était pas de la résistance, c'était l'absence. Il n'y avait pas de lutte à vaincre, seulement un vide. L'esprit de Fatma s'était enfui dans une profonde dissociation, comme si son âme avait quitté son corps pour survivre. Lorsque la consommation eut enfin lieu, après des heures de tentatives infructueuses, elle fut consignée par des observateurs cachés, comme traumatique pour les deux. Des documents persans codés décrivent des saignements internes, des évanouissements répétés et ce que les médecins appelaient Ruh Sukmasu, le départ de l'âme. À partir de cette nuit, Fatma ne fut plus jamais la même. Dans les jours qui suivirent, son comportement alarma même les instructrices les plus sévères du harem. Elle développa un mutisme sélectif, ne parlant que dans un murmure et seulement lorsqu'on lui adressait directement la parole. Son appétit disparut complètement, obligeant les servantes à la nourrir à la main. Elle éclatait en pleurs incontrôlables pendant des heures sans raison. Le pire était ce que les chroniqueurs appelèrent la maladie de la peur. La simple présence d'un homme, même d'eunuque de confiance, la plongeait dans la panique. Respiration rapide, sueur, évanouissement. Les médecins du palais diagnostiquèrent ce qu'ils nommaient mélancolie virginale, une condition qu'ils considéraient comme courante chez les princesses après leur nuit de noces. En termes modernes, c'était un traumatisme irréversible, une blessure inguérissable gravée dans son âme. Ils essayèrent des remèdes, herbes, musique, exercices spirituels soufis. Rien ne lui rendit sa vitalité. La fille brillante qui débattait autrefois avec des savants, l'esprit curieux qui adorait l'astronomie et la poésie, avait disparu à jamais. À sa place restait une ombre pâle, obéissante, vide, sans vie. Ses livres prirent la poussière, ses instruments restèrent intacts. Les jardins où elle marchait autrefois avec joie devinrent silencieux.
La fille du sultan le plus puissant était devenue un fantôme de ce qu'elle aurait pu être. Son mariage avec Kara Mustafa Pacha devint un arrangement mécanique. Il y eut des enfants, des cérémonies publiques, des apparences de normalité. Mais derrière les portes closes, il n'y avait que silence et distance. Mustapha lui-même, suggère des mémoires ultérieures, chercha refuge dans des campagnes incessantes et dans l'opium, essayant de noyer la culpabilité d'avoir été l'instrument d'un rituel qui l'avait détruite. Fatma vécut encore 29 ans dans cet état creux. Elle devint une figure de cérémonie, une mère par devoir, une épouse sans voix. En 1652, elle mourut à l'âge de 46 ans. Les registres officiels indiquent comme cause une fièvre cérébrale, mais la date de sa mort coïncidait avec l'anniversaire de son mariage. Pour beaucoup à la cour, ce n'était pas une coïncidence. Ce jour-là, le poids du souvenir referma enfin sur son âme. La tragédie de Fatma Sultan n'était pas un cas isolé. Elle était le miroir d'un schéma répété à travers des générations de princesses ottomanes. Les registres du palais, exhumés des siècles plus tard, révélèrent que des dizaines de filles royales avaient subi le même sort. Certaines restèrent marquées par le mutisme, d'autres tentèrent d'échapper par la folie ou par la mort, et quelques-unes disparurent simplement des chroniques comme si elles n'avaient jamais existé. La machinerie de l'Empire, si précise dans ses protocoles, savait effacer les traces gênantes. Ce qui ne pouvait être effacé était habillé d'euphémismes, adouci en mots de cérémonie ou caché derrière des phrases ornées dans les registres officiels. Mais la vérité avait laissé des cicatrices dans des écrits secrets, des documents codés et des témoignages chuchotés qui survécurent dans l'ombre jusqu'à l'époque moderne. Certaines de ces princesses, malgré leur conditionnement, tentèrent de résister. Des registres récemment traduits parlent de filles royales qui simulèrent leur propre mort pour éviter un second mariage. D'autres créèrent des codes secrets pour communiquer avec des sœurs réduites au silence par les mêmes rituels, et quelques-unes, avec un courage inimaginable, pétitionnaires directement le sultan pour un divorce, défiant un système considéré comme incassable. Ces histoires, enfouies pendant des siècles dans des archives interdites, nous rappellent que, même dans les ténèbres les plus profondes, des étincelles de résistance peuvent survivre. Des femmes élevées pour se soumettre trouvaient encore des moyens de murmurer « non » dans le silence. La tragédie de Fatma met à nu une vérité inconfortable. Le pouvoir absolu ne protège pas toujours ceux qui l'incarnent. Au contraire, il peut les dévorer. Alors que le monde imaginait les princesses ottomanes comme des figures rayonnantes entourées de richesses, leur réalité était celle de chaînes invisibles, un système de rituels si finement ajusté qu'ils sacrifiaient des vies humaines pour préserver des alliances et la stabilité politique. Le harem, dans l'imaginaire populaire, devint un lieu de soie, de parfum et d'intrigue. Mais en réalité, c'était aussi un théâtre de silence imposé et de larmes étouffées. Les histoires qu'on nous racontait comme des contes de princesses étaient en vérité des constructions politiques, des récits qui dévoraient les filles même du sultan. Et ainsi nous arrivons à la question inévitable: combien d'autres secrets restent cachés dans les archives des anciens palais? Quels rituels furent enterrés dans les cours d'Europe, de Russie ou de Chine? Quel prix terrible les femmes ont-elles payé pour soutenir la grandeur des dynasties? L'histoire de Fatma Sultan n'est pas seulement un chapitre de l'histoire ottomane. C'est un rappel de la facilité avec laquelle le pouvoir peut transformer ses propres enfants en sacrifices, de la façon dont la splendeur des couronnes repose souvent sur des fondations de souffrance humaine. Pendant des siècles, l'histoire officielle a travaillé à effacer ces vérités. Les chroniqueurs au service du trône peignaient le harem comme un lieu de luxe et de raffinement. Ils parlaient de joyaux, de musique et de poésie, rarement de peur, de désespoir ou d'esprit brisé. Mais cachée sous la surface, dans des manuscrits oubliés et des notes médicales, pulsait une autre histoire. C'est une histoire de jeunes femmes réduites au silence, de vies réécrites,
de tragédie déguisée en cérémonie. Le cri qui résonna à travers le palais de Topkapi en 1623 n'était pas le seul. C'était simplement celui qui laissa assez de traces pour que nous puissions l'entendre aujourd'hui. Connaître l'histoire de Fatma, c'est arracher le masque que l'histoire porte souvent. Cela nous rappelle que derrière chaque palais scintillant se tenaient des vies consumées par le devoir, les rituels et le silence. Cela nous montre que le pouvoir, aussi vaste soit-il, n'est jamais aussi doré qu'il y paraît. Et cela nous oblige à nous demander combien de voix ont été enterrées sous le poids de la cérémonie, attendant que quelqu'un les écoute. Si l'histoire de Fatma Sultan vous a troublé, si elle a fait trembler votre cœur, alors rejoignez-nous pour continuer à dévoiler les vérités cachées derrière les murs royaux. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez ce récit avec ceux qui méritent de savoir ce qui se cache derrière les contes de fées. Et dites-nous dans les commentaires le destin de qui vous voulez voir révélé ensuite. Dévoilerons-nous les secrets d'une tsarine russe, crainte même par sa propre mère, ou d'une impératrice de Chine liée à des rituels macabres de pouvoir, ou peut-être d'une princesse européenne échangée comme un gage pour sécuriser une alliance fragile. Votre voix nous guidera vers la prochaine révélation, car ce n'est qu'en connaissant ces vérités cachées que nous pouvons arracher le déguisement de l'histoire et enfin entendre les voix réduites au silence de celles sacrifiées au nom du pouvoir.